Avez-vous déjà regardé la beauté et les subtilités d'un animal, d'un poisson ou d'un oiseau, en vous demandant « Est-ce qu'il pourrait vraiment avoir été créé par un processus d'évolution ? Est-ce que le temps et la chance combinés ensemble pourraient nous offrir toute la beauté que nous voyons dans le monde ?» Bonjour, je suis David Haynes et dans les prochaines minutes, nous allons regarder de près quelques animaux qui vont mettre en pièces cette idée. Je veux vous présenter le docteur Job Martin. Dr Martin a eu un parcours très intéressant. Il a été professeur à l'université et dentiste. Il a même fait partie de l'équipe dentaire pour le président Johnson et pour la flotte présidentielle. Mais pendant les 20 dernières années, Dr Martin a donné des conférences à des étudiants sur les créatures incroyables qui défient l'évolution. Ça n'a pas toujours été le cas. Dr Martin, par son parcours scientifique et médical, a cru autrefois à la théorie de l'évolution. L'évolution, comme on me l'a appris, a commencé avec cette chose appelée Big Bang. Ils disent que ce Big Bang a fait boum et a émis de l'hydrogène, surtout du gaz. Et le gaz s'est transformé, on ne sait comment, en poussière, et la poussière s'est condensée pour faire la planète Terre. Les évolutionnistes ont dit que ça a commencé à sécher, puis après des millions d'années, que l'activité volcanique a produit l'eau. Puis dans quelques petits étangs de cette eau, quelque part sur la planète Terre, des produits chimiques inorganiques se sont mis ensemble et ils ont été bombardés par un genre de rayon X ou autre chose, et tout à coup, vous avez cette petite graine de vie. Et ils disent que c'était il y a environ 3,5 milliards d'années. Puis cette petite graine de vie, d'une certaine manière, après environ 3 milliards d'années, est devenue la première cellule, quelque part il y a environ 600 millions d'années. Et ça, c'est progressivement devenu vous. Le parcours scientifique traditionnel du Dr Martin a connu une évolution, ou plutôt une révolution, quand il a rejoint l'équipe en tant que professeur de l'université dentale Baylor. C'est le début de l'évolution d'un créationniste. Fin 1971, je suis allée à Baylor, à Dallas, et j'ai donné ma première conférence. C'était sur l'évolution des dents. J'expliquais comment ces écailles de poisson ont graduellement migré dans la bouche et sont devenues des dents. Et quelques étudiants sont venus me voir après la classe ce jour-là et m'ont dit « Docteur Martin, avez-vous déjà enquêté sur les preuves de la création ?» C'était en 1971. Je n'en avais jamais entendu parler. À ce moment-là, j'étais chrétien depuis environ 5 ans. Je me suis dit, d'où ils viennent ceux-là? J'ai jamais entendu parler de ça. Alors je leur ai dit, ok, je regarderai ça avec vous. Et je me suis dit, comme un jeune professeur arrogant, je vais les envoyer bouler. En fait, ils m'ont demandé de leur parler des preuves données par les évolutionnistes. Mais dans toutes mes 8 années d'éducation scientifique, je n'ai pas eu un seul professeur qui m'ait parlé d'une seule preuve. Nous avons donc commencé à étudier leurs arguments, et j'ai commencé à réaliser qu'ils n'étaient pas valides, quand ils nous disent que les pierres sont très vieilles et tout ce genre de trucs. Ensuite, ils m'ont demandé d'étudier des animaux, pour voir si je pensais qu'un animal pouvait évoluer. La première chose qu'on a vraiment étudiée ensemble, c'était ce petit insecte appelé le carabe bombardier. Ce petit insecte mesure environ 1,5 pouce de long, et il fabrique des produits chimiques qui explosent. J'ai commencé à penser, ok, maintenant, comment ça aurait pu évoluer? Disons que l'évolution est vraie. Tu es en train d'évoluer, tu n'as pas de mécanisme de défense parce que c'est ça le système de défense de l'insecte. Donc, la première fois qu'il a évolué, l'explosion, elle a fait quoi à l'insecte? Boum! Ça aurait juste fait exploser le cafard. Et les morceaux de scarabée éclatés n'évoluent pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il ne se fait pas exploser. Il a une petite usine en lui qui fabrique les produits chimiques. Le produit chimique agit comme un catalyseur, ce qui fait que quand le produit est éjecté et mélangé avec les autres produits chimiques qui sont neutres, vous avez une explosion. Et la première fois qu'ont été fabriqués ces produits chimiques, il aurait dû exploser. Ça n'arrive pas. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il a une chambre de tir revêtue d'amiante et il ne pourrait même pas se faire exploser s'il n'a nulle part où faire aller l'explosion. Donc il a un tube à double queue et il peut viser avec ses tubes dans tous les sens, en haut, à côté, en bas, devant. Voici une araignée qui arrive de son côté. Il n'a pas le temps de se retourner pour tirer. Eh bien, il peut simplement prendre son petit pistolet, la viser et tirer.
Dans cette explosion de petits scarabées, tout ce que vous entendez si vous écoutez en tant qu'humain, ce sera pop. Mais les scientifiques aujourd'hui ont fait passer cette explosion au ralenti. Et ça fait prrrr. C'est comme un millier de petites explosions séquentielles. Mais ça va si vite qu'on n'entend qu'un pop. Donc vous vous dites pourquoi c'est comme ça. C'est vraiment une chose curieuse pour les scientifiques qui ont étudié ce petit scarabée. Beaucoup d'entre eux sont de l'université de Cornell ou dans d'autres. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que s'il n'y avait qu'un seul gros pop, si le scarabée tirait, disons, sur une araignée et qu'il actionnait sa chambre à tirer et tirait, il se ferait exploser lui-même et serait expulsé au loin. Ce serait comme allumer un briquet sur un moteur à réaction. Il serait projeté ailleurs. Mais tant qu'il tire une explosion progressive sur ses petites jambes, il peut tenir. Comment l'évolution pourrait expliquer une explosion séquentielle? Ce petit scarabée fiche le bazar dans toute la théorie de l'évolution. Ce n'est pas possible qu'un processus lent et graduel puisse produire ce scarabée. Ce n'est pas possible même avec la dernière théorie de l'évolution, l'équilibre ponctué, qui explique que l'évolution arrive de manière très rapide, que ça explique ce petit scarabée. J'ai commencé à réaliser comment ce petit animal si particulier évolue. Il a besoin de toutes ses fonctions. Il a besoin que tout ce qu'il a soit là en une seule fois. Et mon estomac a commencé à se nouer. Ma femme vous le dirait, il s'est noué pendant 5 ans. Ça m'a mis 5 ans de lutte pour commencer à changer ma manière de penser. Penser de manière évolutionniste, à penser plus comme ça, que cet animal ou que cette petite créature, ce scarabée ou peu importe, ait été créé complètement formé, comme il est maintenant, parce que ça allait contre tout ce que j'avais appris. Saviez-vous que l'animal le plus fort du monde est la blatte? En une seule fois, la blatte rhinocéros peut porter plus de 850 fois son propre poids sur son dos. Ce serait comme si moi j'essayais de porter presque 6000 kilos. Je n'y crois pas. Maintenant, allons regarder le plus grand animal du monde. La girafe taureau mesure environ 5 mètres de haut. Pour pouvoir avoir du sang tout au long de ce long et maigre cou, contre la gravité, la girafe taureau doit avoir une puissante pompe, et c'est son cœur. Le cœur d'une girafe taureau peut aller jusqu'à 70 cm, une bonne grosse pompe bien puissante. Maintenant, pendant qu'elle vit sa vie, là où elle est, tout va bien, mais tout d'un coup, cette créature de 5 mètres de haut décide « j'ai besoin de boire de l'eau ». Donc elle incline sa tête vers le bas pour boire une gorgée d'eau, et maintenant on a un problème, parce que maintenant cette puissante pompe, au lieu de pomper contre la gravité, pompe dans le même sens que la gravité. Et donc, le cœur exerce une puissante pression et le sang afflue vers le bas le long de son cou, heurte son cerveau et le fait éclater. Donc, son cœur fait exploser sa cervelle. Elle meurt et elle doit se dire « j'ai besoin de faire évoluer quelque chose ici pour s'occuper de mon problème ». Quand je vais boire de l'eau, je me fais exploser la cervelle. Et nous savons que les créatures mortes n'évoluent pas. Mais elle ne se fait pas éclater le cerveau parce que quand elle incline sa tête vers le bas, il y a comme des petits robinets dans ses artères qui remontent dans son cou, des petites valves et elles se ferment. La dernière pompe se trouve après la dernière valve et c'est suffisant pour faire éclater les petites artérioles dans son cerveau. Mais ça ne va pas dans son cerveau. La dernière pompe fait comme whoop sous le cerveau, comme une éponge, et cette éponge se dilate doucement, comme ça n'endommage pas son cerveau, et elle peut boire tranquillement. Et maintenant, elle voit un zèbre en train de courir à côté. Elle l'ignore, et elle voit un lion arriver de l'autre côté. « Oh, le lion veut me manger, il faut que je déguerpisse de là !» Mais au fait, comment sait-elle cela? Les évolutionnistes ne peuvent pas nous expliquer cela. Mais le fait est que ce lion arrive, il va manger la girafe. Et donc, la girafe fait un bond, elle court environ 5 mètres et s'évanouit. Pas assez d'oxygène dans le cerveau. Et là, elle doit se dire, il faut que j'évolue quelque chose, j'ai un problème, je m'évanouis quand je me lève trop vite. Mais ça s'est pas passé comme ça, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a faite. Donc quand elle commence à lever la tête, les petits robinets, les petites valves dans les artères s'ouvrent. L'éponge sous le cerveau presse doucement sur la dernière petite pompe et envoie du sang oxygéné dans son cerveau. Il y a des petites valves dans les veines qui descendent le long du cou. Elles se ferment et pendant ce temps-là, elle se lève et elle court. Tout va bien, sa pression sanguine est bonne, elle va bien. Alors comment ça a pu évoluer? Elle a besoin de toutes ces parties, toutes présentes au même moment, ensemble, sinon elle serait morte. Donc je pense que la girafe est un autre exemple d'un designer. Elle a besoin d'un designer pour la créer exactement comme elle est. La plus grande girafe connue s'appelait George. Elle était dans le zoo de Chester, en Angleterre. George mesurait 6 mètres de haut, jusqu'au bout de ses cornes, qu'on appelle ossicônes.
Voici un fait intéressant sur les girafes. Les girafes n'ont pas de cordes vocales. Voici un oiseau que vous pourriez apercevoir vers chez vous, mais avant de le regarder de plus près, vous le trouverez peut-être déjà incroyable. Le pivert est un petit oiseau très spécial. Le bec d'un pivert est d'une force industrielle. Il est plus fort que les becs des autres oiseaux. Il a des pattes spéciales. La plupart des oiseaux ont 3 doigts à l'avant et 1 doigt à l'arrière. Le pivert a 2 doigts à l'avant et 2 doigts à l'arrière, et c'est pourquoi il peut grimper ainsi sur les troncs d'arbres verticaux. De droite à gauche, de haut en bas, en biais, il peut même ramper s'il veut. Les plumes de sa queue sont très particulières. Ces plumes sont différentes de celles des autres oiseaux. Elles sont plus flexibles et plus spongieuses. Elles sont très puissantes et robustes parce qu'elles lui permettent de faire le trépied avec ses 2 pattes et les plumes de sa queue. Il s'accroche à une prise, déploie sa queue, puis claque son bec sur l'arbre. Pensez-vous qu'un pivert rentre chez lui chaque soir, se plaignant à Madame Pivert d'avoir mal à la tête à force de taper sur les arbres toute la journée? Non. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé avec un équipement spécial. Par exemple, entre son bec et son crâne, il y a un morceau de cartilage qui agit comme un amortisseur de choc. Son crâne est l'os le plus épais par rapport à la masse corporelle de n'importe quelle créature. Les neurochirurgiens étudient le cerveau des pivers pour savoir comment il est accroché dans le but d'aider les gens qui ont des traumatismes crâniens à remettre leur cerveau en place. Le pivert, avec son puissant crâne et son amortisseur, son puissant bec, sa queue et ses pattes, est en puissance optimale. À part pour une chose. Une fois qu'il a percé ses trous, il doit sortir l'insecte pour pouvoir manger. Alors comment va-t-il faire? La langue de la plupart des oiseaux va jusqu'au bout de leur bec. La langue d'un pivert peut sortir de son bec jusqu'à 25 cm. Parce qu'il va percer un trou, trouver le tunnel de l'insecte qui se trouve dans l'arbre, coller sa langue dans le tunnel et faire sortir l'insecte. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que je pourrais coller ma langue dans le trou d'un arbre et en sortir un insecte? Bien sûr que non. Alors comment fait le pivert? Eh bien, Dieu l'a créé avec des petits picots sur la pointe de sa langue. Ainsi, il va littéralement poignarder la larve de l'insecte pour le faire sortir. Et si ce n'est pas suffisant, il a une petite usine à colle dans sa langue qui fabrique exactement, précisément la bonne colle pour adhérer à l'insecte, mais sans coller son bec. C'est donc comme ça qu'il attire l'insecte dans son bec. Mais maintenant, nous avons un problème. Si l'évolution est vraie, disons que sur des centaines de milliers d'années, ce pivert a acquéri tous ses équipements. Il colle sa langue à un insecte et il l'avale. Mais qu'est-il arrivé à sa langue? Il l'a avalé, donc il meurt étranglé. Mais non, pourquoi il ne l'a pas avalé? Parce que, pendant qu'il apporte l'insecte dans son bec, il a une autre petite usine qui fabrique le solvant pour dissoudre la colle. Donc il dissout la colle, décroche l'insecte, puis l'avale. Dieu l'a fait comme ça. Quand les pivers piquent, ils ouvrent les yeux entre chaque claquement et ils visent avec leur bec, ferment les yeux, puis frappent l'arbre. Donc quand vous entendez un pivert dehors faire drrr drrr, à chaque fois que vous entendez un drrr, entre chaque claquement, il ouvre les yeux, vise, ajuste son bec et frappe l'arbre. Pourquoi? Eh bien, ils pensaient que c'était juste pour évacuer les copeaux de bois, mais de nos jours, les scientifiques ont mesuré la force de l'impact de la tête du pivert contre l'arbre, et la force est si grande que s'il ne fermait pas ses yeux, ses globes oculaires seraient éjectés. Vous avez déjà vu un pivert aveugle? Non, ils ne ratent jamais leur coup. Maintenant, un pivert particulier, le pivert européen. Je pense qu'il est unique dans le règne animal. Je n'en suis pas sûre, mais presque. Sa langue est différente de toutes les autres. De ce que j'en sais, notre langue débute derrière notre gorge pour sortir ensuite dans notre bouche. Mais sa langue à lui débute à l'arrière de sa gorge, descend dans sa gorge, remonte derrière son cou, remonte en haut de sa tête, sous la peau, passe par un petit trou entre ses yeux, passe par une de ses narines et ensuite seulement sort de son bec. Comment est-ce que ça a évolué? J'ai posé cette question à des évolutionnistes. Je leur ai demandé, dites-moi comment et d'où est venue cette langue? Ils n'en ont pas la moindre idée. Je leur ai dit, donc vous me dites que cet oiseau a évolué d'autres créatures, mais nous ne connaissons aucune autre créature avec une langue comme la sienne. Comment est-ce arrivé? Ils n'en ont aucune idée. Alors, que puis-je dire en tant que créationniste? Je dirais que Dieu a fait ce petit pivert et je dirais qu'il l'a fait pour mettre à l'épreuve la communauté évolutionniste. Parce que quand ils étudient cet oiseau, ils savent qu'il n'y a aucun moyen pour que cette chose évolue. Ça nous ramène à un passage de la lettre aux Romains.
un passage qui parle des hommes qui étudient la création. Ça dit qu'ils étudient ce que Dieu avait fait parce qu'ils sont injustes. Ils supprimeront les preuves, ils les étoufferont, et je pense que c'est exactement ce qu'il se passe. Je pense qu'il y a des gens très brillants qui étudient la science et qui font du bon travail, mais tout d'un coup, on arrive à un point où ils doivent décider. Ça nous ramène à un passage de la lettre aux Romains. Est-ce que cette chose est arrivée sur des longues périodes de temps, d'une certaine manière, ou bien, gros, ça a tout l'air d'être arrivé comme ça, boum, d'un coup. Et ensuite, s'ils découvrent, j'ai aucun moyen d'expliquer cette chose en matière d'évolution. Ils se tournent vers l'autre option, qui est peut-être un créateur, mais ils se disent non, je ne veux pas aller par là. Donc ils suppriment ces évidences. Et pour beaucoup de choses que j'ai étudiées, j'ai dû chercher juste pour trouver des informations sur tout ça, parce qu'il n'y a rien dans les livres. Ils ne mettent pas dedans ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils mettent donc tout ça de côté. Il y a un autre oiseau qui a toute l'attention du docteur Martin, qui vit dans l'hémisphère sud en Australie. Il y a un petit oiseau en Australie qui s'appelle le mégapode. Certains l'appellent le constructeur de monticules ou encore la talégale. Il y en a plusieurs sortes, mais nous ne parlerons que d'une seule en particulier. Cet oiseau pèse environ 1 kg. La femelle a 2 emplois. Son premier travail consiste à surveiller le nid pour voir si tout va bien. Le mâle construit, la femelle surveille. Vous allez me dire, gros enjeu, elle va surveiller le nid. Mais ce nid ne ressemble à aucun autre. Quelques-uns de ces nids ont été mesurés à 6 mètres de large et 15 mètres de haut. Quelques-uns d'entre eux sont creusés dans la poussière à environ 1 mètre. C'est énorme. C'est pour cette raison qu'on les appelle les constructeurs de monticules. Ce sont des immenses tas de paille. Donc elle regarde, elle déambule et dit à Monsieur Oiseau « J'aime pas celui-là ». Et il répond « Ok, attends quelques mois, je vais t'en construire un autre ». Alors il en construit un autre. Disons qu'elle aime bien celui-ci. Maintenant, elle passe à son deuxième emploi qui est de pondre des œufs. Elle pond un œuf tous les 3 jours pendant 7 mois. C'est un oiseau d'1 kilo environ et ses œufs pèsent presque 230 grammes chacun. Ils sont presque aussi gros qu'un œuf d'autruche. C'est impossible. Impossible. Elle est morte. Personne ne peut faire ça. Pourtant, elle le fait. La femelle de cette espèce produit une coquille d'œuf très épaisse, remplie de pores. Les œufs de tous les oiseaux ont des pores. C'est comme ça qu'ils respirent. Mais ici, les pores sont en forme de petits cornets de glace. Et la pointe du cornet est tournée vers l'intérieur de la coquille. Donc, quand le poussin commence à se développer dans la coquille, il arrive un jour où il n'a plus assez d'air. Donc, il commence à gratter l'intérieur de la couche de la coquille, ce qui agrandit les trous des petits cornets, et alors, il peut respirer. Il fait ça tout du long, jusqu'à ce qu'il brise finalement la coquille. Le mâle, lui, prend soin du nid. Une fois que la femelle a pondu, elle part, et c'est à lui de s'occuper du nid. Et là, vous vous demandez, est-ce que c'est un gros boulot? Eh bien oui, parce que chaque espèce a des qualifications différentes pour le nid. Et pour celui dont je vais parler, le mâle doit garder le nid à 32 degrés Celsius pendant 7 mois. Et si la température varie de plus 1 degré ou de moins 1 degré, si ce n'est pas 32 degrés pile, le poussin meurt. Donc, Megadad est là tous les jours, il creuse dans le nid, vérifie la température. Et les scientifiques ne savent pas comment ils gèrent exactement cette température. Ils vérifient « Oh, c'est 33 degrés, c'est trop chaud, je dois faire quelque chose. » Alors, il repart en courant et parfois il jette du sable par-dessus pour faire réfléchir le soleil. Il essaye plein de trucs. Il doit également garder le nid à environ 99,5% d'humidité. Si ça descend en dessous de 80, le poussin sèche, l'œuf sèche. Il doit garder à peu près à 99% d'humidité. Donc, 32 degrés, 99% d'humidité, ça paraît impossible pour un petit oiseau d'1 kilo. Quand le poussin éclot, il a toutes ses plumes. C'est le seul oiseau qui naît prêt à voler. Mais il ne peut pas voler, parce qu'il est enterré profondément dans un tas de paille. Et personne ne nourrit ces petits oiseaux, ni maman, ni papa. Ils sortent de l'œuf, et ils savent, qui sait comment, qu'ils doivent sortir de là. Donc ils se retournent sur le dos, et ils commencent à gratter les bâtons et les feuilles jusqu'en haut. Ils tombent sur leur poitrine, ils se secouent, se remettent debout avec leurs petites ailes, retombent, se secouent, se relèvent. Ça leur prend 3 jours pour sortir de ce nid.
Et personne ne leur dit de faire ça. Personne ne leur dit où aller. Comment le savent-ils? L'évolution ne peut pas expliquer ça. Maintenant, il est hors du nid et personne ne lui montre ce qu'il doit manger. Mais il avance, il sait quoi manger, il sait comment l'attraper et comment le trouver. L'année suivante, le petit mâle arrivé à l'âge adulte va construire un nid. Mais son père ne lui a pas montré comment faire. Il commencera à construire un mont tout seul sans que personne ne lui ait montré comment faire. C'est un miracle. En se penchant sur ce petit mégapode, vous devez vous dire « Comment est-ce que ça a pu évoluer ?» Si cette histoire d'évolution est vraie, comment ça a pu arriver? Moi, je vous le dis, seul Dieu peut faire ça. Il y a quelque chose que la plupart d'entre nous prenons dans le réfrigérateur tous les matins. Si vous prenez un œuf, que vous le mettez dans l'eau chaude, vous verrez des bulles apparaître. Pourquoi les voyez-vous? Parce qu'il y a des petits trous tout autour de la coquille de l'œuf, à peu près 10 000 pour un œuf de poule. Ces trous sont là pour que le poussin puisse respirer, parce que c'est par là qu'il prend son air, à travers ces trous. Ils peuvent éjecter les déchets hors de l'œuf, parce que le poussin, au cours de son développement, va manger le jaune, et le jaune, en étant digéré, va faire des déjections. Il reçoit aussi de l'eau et d'autres choses, et le poussin doit pouvoir éjecter ces déjections hors de l'œuf, sinon il pourrait se noyer dedans. Comment expliquez-vous tous ces mécanismes complexes et le temps parfait que ça prend à un œuf pour se développer, pour faire que tout cela arrive? Parce que à chaque étape du chemin d'un poussin, il pourrait mourir. Tout doit être fait à un jour précis, dans un ordre précis, et le temps doit être exactement le bon où vous avez un poussin mort. Si vous avez déjà fait bouillir un œuf ou mangé un œuf dur, vous avez dû remarquer que quand vous écalez l'œuf, il y a une petite membrane. Et cette membrane doit être là. Nous en parlerons dans une minute. Et à l'extrémité de l'œuf, c'est plat. On dirait que la poule n'a pas rempli son œuf en entier. Mais en réalité, c'est un endroit spécial. On l'appelle la poche d'air. Alors maintenant, prenons tous ces morceaux. Mettons-les ensemble. On a un petit œuf fertilisé et maintenant ce poussin est en voie de développement. Au 5e jour, son cœur bat, les vaisseaux sanguins ont grandi en dehors du poussin. 2 d'entre eux remontent pour s'accrocher à la membrane. Et ceux-là sont ceux qui vont lui permettre de respirer à travers l'œuf pour prendre de l'air. L'air arrive à travers les pores ou les trous dans la coquille jusqu'à la membrane. Et ensuite, la membrane transfère l'oxygène à travers l'artère, les veines et l'air va dans le poussin. Ensuite, les autres vaisseaux qui sont accrochés à la membrane se débarrassent des déchets. Donc, il y a là un processus de choses qui entrent et qui sortent de la coquille. 2 autres vaisseaux sanguins s'accrochent au jaune et c'est comme ça que le poussin mange. En évoluant dans cette coquille, il va arriver un moment où il sera trop gros et où il n'aura plus assez d'air. On en est maintenant au 19e jour. Au cours de ce temps, une petite dent a poussé au-dessus de son bec qui s'appelle le diamant. La majorité d'entre nous avons les dents qui poussent à l'intérieur de notre bouche, pas dans notre bec, mais les poussins ont cette dent de bec. Le 19e jour, il s'en sert pour faire un petit trou dans cette partie plate de l'œuf, là où il y a l'air qu'on appelle la poche d'air. Et dans cette poche, il a 6 heures pour respirer. Si nous nageons, si nous sommes au fond d'une piscine et que nous manquons d'air, que nous remontons à la surface et « je l'ai fait », là on se pose, on respire, eh bien pas le poussin. Parce que s'il n'atteint pas cette poche d'air, il va suffoquer. Il n'aura pas assez d'air. Il doit piquer là-dedans le 19e jour. Pas un jour de plus, pas un jour de moins, sinon il meurt. C'est seulement le 19e jour parce que dans cette poche, il y a seulement 6 heures d'air. Est-ce qu'il se dit « qu'est-ce que je dois faire avec cet air ?» Non, il se dit « je dois percer un petit trou et prendre ces 6 heures d'air. J'ai 6 heures pour percer un petit trou dans la coquille, ensuite je pourrai respirer. » Du 19e jour au 21e jour, il respire à travers ce trou dans la coquille. Le 21e jour est le jour où il la casse. Au même moment, le système qui l'accrochait à la membrane et le système qui le reliait au jaune, tous ces vaisseaux commencent à se détacher. Et quand il sort de la coquille, parfois, il peut y avoir un vaisseau sanguin qui pend quelque part ou quelque chose qui y ressemble. C'est comme s'il laissait tomber sa combinaison spatiale. Il est prêt à partir. Il sort de sa coquille le 21e jour et pour chaque étape de ce chemin, il faut que le timing soit parfait. Tout doit être réglé parfaitement et quand il sort, c'est un être à part entière. Il n'y a aucune erreur, c'est un poussin qu'on peut voir dans toute sa nature. Dans les registres fossiles et dans les créatures vivantes, c'est distinguable, identifiable, on peut les étiqueter. Ça c'est une vache, ça c'est un poulet. Je pense donc que c'est une preuve de plus que Dieu a tout créé, y compris les petits poussins, exactement tels qu'ils sont.
Waouh, je ne verrai plus mes petits déjeuners de la même façon. Savez-vous que dans une observation officielle de l'Université du Missouri, la poule numéro 2988 a pondu 371 de ces choses en seulement un an? Ça fait beaucoup d'œufs. Vous savez que certains animaux respirent de l'air, même s'ils ont l'air de passer plus de temps dans l'eau. Le castor, par exemple. Les castors sont des animaux surprenants parce que ce sont des ingénieurs. Ils construisent leurs barrages avec des compétences d'ingénierie. En réalité, les ingénieurs étudient les barrages de castors pour comprendre comment renforcer les barrages et pour comprendre comment canaliser l'eau. Le castor, lui, sait tout ça. Et nos ingénieurs à nous vont à l'université pour étudier le castor. C'est comme le neurochirurgien qui étudie le pivert. Dieu nous montre comment fonctionnent les choses à travers ses créations. Donc, un castor construit sa maison qui a en général plusieurs entrées sous l'eau. Et il fait sa maison d'une telle façon que le mauvais gaz qui pourrait s'accumuler dedans peut s'évacuer et l'oxygène peut entrer. Et il construit ça de façon à ce que ça reste sec à l'intérieur. Ainsi, ils peuvent avoir des petits castors dans une jolie tanière propre et sèche. Le castor va stocker de la nourriture au fond de la rivière, ce qui veut dire qu'il doit aller souvent sous l'eau. En hiver, là où vivent les castors, il fait très froid. Mais Dieu a pris des dispositions pour cela. Oui, il y a pensé. Il a des paupières transparentes qui agissent comme des lunettes de plongée. Et il peut voir à travers ses paupières, ce qui lui permet de ne pas avoir des particules de terre ou de sable dans les yeux. Il a des volets au nez qu'il peut fermer pour ne pas avoir de l'eau dans le nez, des volets pour les oreilles qui se ferment pour ne pas avoir de l'eau dans les oreilles, et il a un truc spécial que j'adore, il a des volets doublés de fourrure dans sa bouche qui couvrent sa gorge et ses molaires, ses grosses dents du fond. Ses dents de devant ne doivent pas être trop sensibles parce que ce sont celles-là qu'il utilise pour creuser et ronger les arbres, et elles s'usent et continuent à pousser. Il les aiguise et elles continuent à pousser, donc il ne faut pas qu'elles soient sensibles. Mais ses dents du fond le sont. C'est pour ça que Dieu lui a fait des volets en fourrure pour le protéger du froid. Maintenant, regardons la manière dont nage le castor. Il peut prendre une branche avec une lourde charge et il peut nager même dans une rivière avec du courant. Il veut arriver là-bas, venant d'ici, il y a du courant et il traîne sa branche. Eh bien, il peut aller tout droit devant lui car il va compenser. Pour cela, il fait des calculs mathématiques et il détermine quel mouvement de gouvernail il a besoin de faire avec sa queue pour compenser la charge avec le courant de la rivière. Et il arrive là où il veut aller à chaque fois. Je ne crois pas que l'évolution est une explication pour ça, mais je crois que mon Dieu en a une. Voici un autre animal, l'ornithorynque. Il est fascinant. Il est assez similaire au castor. Il passe lui aussi beaucoup de temps dans l'eau. Il a les pattes palmées, il pond des œufs, ce qui est étrange pour un mammifère, mais bon. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont il trouve sa nourriture. Un ornithorynque mange des toutes petites crevettes qu'il trouve sous l'eau. Mais quand il va sous l'eau, contrairement au castor qui a des paupières transparentes, l'ornithorynque, lui, ferme les yeux. Il a des volets de nez qui se ferment et il ne voit rien du tout, ne sent rien du tout. Alors comment est-ce qu'il trouve ses crevettes ? Il a un mécanisme en lui qui détecte les impulsions électriques dans la queue des crevettes. Entre le muscle et le nerf, quand le nerf envoie une impulsion au muscle, ça produit un tout petit signal électrique et l'ornithorynque lit ce signal électrique et c'est ce qui le mène vers sa nourriture. Ils ont fait des expériences avec des crevettes mortes dans un aquarium et avec des piles de lampes de poche. Et l'ornithorynque se dirige vers les piles de lampes de poche à cause du courant électrique. Il trouve donc sa nourriture en détectant des minuscules signaux électriques. C'est un miracle absolu. Je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas fan des araignées. Ça me fait penser, comment quelque chose d'aussi terrifiant peut être aussi génial ? Nous avons une araignée ici au Texas qu'on trouve aussi à d'autres endroits des États-Unis appelée l'argiope. Certains l'appellent la zipper spider parce qu'au milieu de sa toile, elle fait une petite marque particulière comme une fermeture éclair en soie. Cette araignée est incroyable. On en a élevé certaines, enfin elles vivent là dans nos maisons, on les observe et on leur donne des trucs à manger comme des sauterelles et des criquets.
Elles ont 7 façons différentes de tisser leur toile. Elles ont une façon de tisser qui est non collante, et c'est ça qui fait qu'elles peuvent courir sur leur toile pour attraper un insecte. Elles ont une autre manière de tisser une toile collante qui attrape l'insecte. Et ces toiles ne sont pas petites. La toile d'une femelle argiope adulte mesure environ 60 cm de diamètre. L'araignée, elle, mesure à peu près 5 cm. Et elles font des choses rigolotes. Si vous vous levez très près d'elles, quand elles sont tranquillement installées sur leur toile, parfois, elles peuvent secouer leur toile comme un trampoline et elle va vous foncer dessus pour vous dire de déguerpir de là. Et puis, si elles attrapent un insecte, elles vont tout donner pour le capturer. Et elles vont tirer des fils de toile. Elles vont faire tournoyer l'insecte en l'enveloppant de toile, et pas juste des petits fils. Et je trouve ça fascinant comme elles maîtrisent ça. Elles savent, j'ai besoin d'un fil de toile pour cette mission, tandis que j'ai seulement besoin d'un brin pour faire cette autre chose. Elles savent ce qu'elles veulent faire. Certaines d'entre elles, après leur naissance, les petites araignées, à vrai dire, la femelle va mettre 30 à 55 œufs dans son petit sac d'œufs. Voici une chose intéressante. Elle fabrique ce sac d'œufs à partir de différentes sortes de toiles et elle enrobe ce sac. Elle l'enveloppe ensuite avec une matière de toile soyeuse et finalement, elle va l'entourer avec une toile de couleur brune. Elle a donc plusieurs couleurs de toile. Elle y met ensuite ses œufs. Vous penseriez qu'elle mettrait ses œufs par le haut? Ben non, elle remplit ce sac par le bas. Et elle va saupoudrer chacun de ses œufs avec une fine poudre de poussière, qui est encore une autre petite usine qu'elle a en elle. Ainsi, les œufs ne colleront pas les uns aux autres. Elle va donc pousser tous ses œufs en haut du sac et sceller le fond. Elle fait ça en automne. On les voit dans nos maisons en ce moment, elles sont installées là. Et au printemps prochain, les œufs vont éclore. Alors, elles attendent là tout l'hiver et parfois, ces petites araignées, quand elles éclosent, décident d'aller à Acapulco. Je ne sais pas à quoi elles pensent, mais elles sortent et bombardent des banderoles de toile, puis attendent que le vent les emporte. Ensuite, elles se détachent de la toile et le vent les récupère. Des gens ont vu ces araignées à 4 km de haut dans le ciel. Ils les ont tracées et elles volaient sur 2500 km. C'est fascinant. Comment est-ce qu'une araignée peut décider « Aujourd'hui, je vais faire un voyage, je vais lâcher une toile, je pense aller m'installer ailleurs ». C'est comme ça qu'elles se répandent. Il y a un autre fait intéressant. Quand elles grandissent, leur mue ne grandit pas. Elles ont un exosquelette. Il faut donc qu'elles s'en extraient. Si elles ne le font pas, elles meurent. Comment elles font pour en sortir? Eh bien, elles ont une petite usine en elles qui fabrique exactement, très précisément, le bon liquide qui s'appelle le liquide de mue. Elles doivent sécréter ce liquide à un jour précis et à un endroit précis de la carapace. Ça doit être précis car ça la dissout, ce qui fait une petite trappe d'ouverture. Ainsi, elles peuvent pousser cette trappe, ramper hors de la carapace, et ensuite, une autre commence à pousser. Et elles répètent ce processus plusieurs fois pendant leur croissance. Maintenant, vous me direz, attends une minute, si l'évolution est vraie, comment une araignée pourrait être capable de développer cette petite usine qui produit le liquide de mue et qui peut dissoudre leur carapace? Ça doit être le bon liquide qui va pouvoir dissoudre la carapace, mais qui doit le dissoudre au bon endroit. Sinon, elle ne pourra pas sortir. Et tout ça doit se passer à un jour précis où l'araignée mourra dans sa carapace. Selon la sélection naturelle, nous ne devrions pas avoir ces argiopes. Certaines personnes voient ces grosses araignées et veulent les écraser. Moi, je dis laissez-les vivre. Elles mangent les insectes nocifs et plein d'autres choses. Elles sont belles et rigolotes à observer. Dieu a fait ces créatures et toute la création pour que nous puissions l'étudier et l'étudier avec soin. L'idée, c'est que quand nous l'étudions, nous le remercions et lui rendons gloire. Je pense que c'est comme ça que nous devrions étudier les choses que Dieu a faites. Après tout, peut-être que les araignées ne sont pas si mauvaises. Comment ça se fait qu'on ne m'a pas appris ça à l'école ? Dans le sud-ouest des États-Unis, nous avons différentes races de lézards, et certains d'entre eux sont très intéressants. L'un d'entre eux, appelé le gecko, a des caractéristiques très spéciales. Ses pattes. Si vous avez un petit gecko apprivoisé, vous pouvez l'observer courir au plafond. Vous pourriez avoir un plafond de verre, il courra dessus quand même et il ne tombera pas.
La gravité ne le fera pas tomber. Les scientifiques ont cherché pendant plusieurs années qu'est-ce qui fait que ce lézard peut se coller comme ça. Alors ils ont pris ces pattes, qui sont très particulières, et ils les ont agrandies au microscope. Et ils ont découvert sur ces pattes qu'il y avait des petits poils, des petites touffes de poils. Mais ils se sont dit que ce n'était pas suffisant. Ça, c'était agrandi 2000 fois. Donc ils se sont dit, c'est pas assez, il doit y avoir autre chose là-dedans. Alors ils ont mis ces petits poils sous microscope électronique, en agrandissant davantage et encore davantage, ils ont agrandi la chose 35 000 fois, et tout à coup, la réponse est apparue. Il y a des ventouses partout sur ces petits poils, mais pour les voir, il faut les agrandir 35 000 fois. Ces ventouses sont si puissantes que si la patte n'était pas conçue de façon spéciale, quand le gecko poserait son pied contre le plafond, les ventouses le colleraient là-haut et il resterait coincé, sans pouvoir bouger. Cette patte doit donc être faite de telle façon à pouvoir utiliser les autres parties de cette patte pour se dégager de la succion de ces ventouses. Et c'est ce qu'il fait. En regardant le pied d'un gecko, on voit que c'est différent d'un lézard normal. La plupart des lézards ont des pattes avec des grosses griffes. Mais le gecko, lui, a des petits coussinets arrondis sous ses pattes, ce qui lui permet d'enlever ses pattes, qui sont donc arrondies en bas, et par exemple d'utiliser les ventouses de devant pour défaire celles de derrière, ou d'utiliser celles du côté gauche pour se défaire de celles du côté droit. Et il fait ça naturellement. Comment un lézard peut évoluer, sachant qu'il faut 35 000 agrandissements pour l'observer? Comment aurait-il pu faire évoluer cela, et pour quelles raisons? Et pourquoi aurait-il cette patte spéciale qui n'est là que parce qu'il doit y avoir des ventouses? Tout doit exister en même temps. Voici un autre lézard, appelé le lézard Chakawawa. Il a 3 caractéristiques différentes qui le rendent spécial. Premièrement, il a comme une couverture de peau le long de son dos qui change de couleur. Elle sera foncée le matin, ce qui lui permet d'absorber davantage la lumière du soleil, parce que c'est un animal à sang froid, et il a besoin de faire chauffer son sang. Comme ça, il pourra s'enfuir loin de ses ennemis, ça va le réchauffer. Mais plus tard, dans l'après-midi, dans le désert, quand le soleil est très chaud, cette peau devient beige et reflète la lumière du soleil, pour que son sang ne se mette pas à bouillir. Et il a un mécanisme de défense. Disons qu'un coyote veut manger un de ces lézards. C'est ce qu'ils font en général. Il va courir se réfugier dans la fissure d'un rocher, puis se gonfler comme un poisson globe. Il gonfle son corps, et maintenant il est coincé là-dedans. Et les coyotes ne peuvent pas le sortir de là. Il n'y a aucun moyen de l'en tirer. Il épouse la forme du rocher. C'est son mécanisme de défense. Le truc que j'adore à propos du lézard Chakawawa, c'est son usine de dessalement. En fait, il a trop de sel dans son sang, parce qu'il vit dans le désert et il n'y a pas d'eau, donc il n'y a rien à boire. Alors quand il mange des plantes et des petits animaux, des insectes, il commence à accumuler du sel. Et tout ce sel accumulé suffirait à le tuer. Comment sait-il qu'il a trop de sel en lui? Tout ce sel, ça pourrait le tuer. Selon la sélection naturelle, il est foutu. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Dieu a fabriqué une petite usine de dessalement dans son nez qui fait que quand le sang s'accumule, il va tout d'un coup se dire « Il faut que je dégage ce sel de mon sang, je vais aller faire un tour dans mon usine. » Alors il détourne son sang pour qu'il passe dans cette usine qui va enlever le sel de son sang. Après ça, de temps en temps, ce lézard éternue. Et il éternue de purs cristaux de sel. Je pense que vous pouvez prendre un lézard Chakawawa, le mettre sur votre table à manger et dire « Ok, Chaki, on a besoin d'un peu de sel par là. » Et hop, vous aurez du pur sel d'éternuement de lézard. C'est encore une des superbes créatures que Dieu a fait. Quelle est la plus complexe des créatures? Ça doit être vous et moi. Comment sommes-nous arrivés là? Sommes-nous des cousins éloignés des singes ou avons-nous été conçus par un créateur? Et si c'est le cas, est-ce que la Bible est le compte-rendu de cette création? En vérité, c'est possible. Si nous regardons le récit de la Genèse de la création de l'homme par Dieu, il dit qu'il fit l'homme, Adam, pleinement mature. La première fois qu'il apparaît, il est déjà grandi. Il est dit que Dieu lui prit une côte et fit Ève avec.
Maintenant, certains chrétiens disent qu'on peut croire en l'évolution et en la Bible. Mais nous avons un problème. Est-ce qu'il existe des évolutionnistes qui enseignent que les femmes ont évolué des côtes? Bien sûr que non, pourtant c'est ce que dit la Bible, que Dieu prit une côte et fit Ève. Quand Adam se réveille de son anesthésie et voit Ève, elle est toute grandie. Elle est âgée de 2 secondes, mais elle est adulte. Si donc nous croyons le récit biblique, nous devons croire que Dieu créa des créatures grandies, dont les hommes. Et j'ajouterais, notre Créateur peut-il faire ce genre de choses? La Bible nous dit à 3 endroits que Jésus est le Créateur. Colossiens 1, Hébreux 1 et Jean 1. Alors Jésus est le Créateur et il a créé l'homme tout grandi avec une apparence pleinement mûre. L'homme et la femme pleinement matures, les arbres pleinement mûrs avec des pêches dessus. Ève a pu manger des pêches. Ces pêches auraient poussé en 3 jours, c'est pas possible. Eh bien si, Dieu fit les arbres avec les bons fruits dessus 3 jours avant. Si nous croyons en la Genèse, nous devons croire tout ça. Maintenant, est-ce que Jésus, le Créateur, a les capacités de faire tout ça? Quels sont ses miracles? Son premier miracle, en Jean 2, il transforma l'eau en vin. Il utilisa 6 amphores d'eau, c'est dit dans Jean chapitre 2. Et quand le chef de cérémonie goûte à cette eau, il dit « c'est le meilleur des vins ». Comment faire du bon vin sans le faire mûrir? Quel âge a ce vin? 1 minute? Combien d'amphores? 6. Combien de jours dans la création? 6. La création a une apparence âgée dans Genèse 1. La création du vin a une apparence âgée dans Jean chapitre 2. Je ne pense pas que ce soit un accident. Alors, comment a-t-il fait l'homme? Regardons seulement nos oreilles. Premièrement, quand vous regardez une oreille humaine, vous vous dites que c'est une drôle de chose. Le tympan humain est une simple merveille. Ça bouge de manière si minuscule qu'on ne peut même pas vraiment le mesurer. Certains scientifiques ont dit que le mouvement du tympan, réagissant aux différents sons qui le heurtent, est à peu près semblable à 1/100e de la largeur d'une molécule d'hydrogène, qui est une des plus petites molécules. Donc ce tout petit peu de mouvement peut faire la différence entre une trompette, une grosse caisse, votre mère qui vous dit d'aller faire votre lit, votre père qui vous dit que vous ne pouvez pas prendre la voiture ce soir parce que vous ne l'avez pas ramenée à temps la dernière fois. Et ce tout petit peu de mouvement fait la différence entre tous ces sons différents, ce qui va ensuite directement dans notre cerveau. Et notre cerveau nous dit, c'est maman qui parle, c'est papa qui parle, c'est l'orchestre symphonique. Nous pouvons entendre la musique, nous pouvons entendre quelqu'un dire « je t'aime », ce qu'on aime tous entendre. Comment c'est possible? Avec seulement même pas la largeur d'une molécule d'hydrogène de mouvement, c'est un miracle. Et c'est juste là, dans notre tête. Notre œil, c'est le même genre de choses. Les scientifiques n'ont jamais été capables de reproduire ce que fait notre œil. Ils ne peuvent pas faire de lentilles sur un appareil photo. On imagine bien que les photographes aimeraient avoir une lentille telle que la nôtre, qui voit clairement de loin, clairement de près, si on parle d'un bon œil, pas d'un œil qui a une pathologie ou qui a besoin de lunettes. L'œil est constamment comme ça, il vibre tout le temps. Mais les images que nous voyons ne font pas cela. Elles sont constantes. Comment c'est possible? Eh bien, c'est grâce à la manière dont Dieu a mis ensemble l'ensemble de l'œil, avec les muscles variés qui sont dedans et la manière dont ils se touchent à travers votre nerf optique et qui va à votre cerveau, et nous voyons les choses, et les images sont renversées. Ils ont fait des expériences où ils mettaient des lunettes aux gens qui renversaient tout de l'autre côté. Et en 2 semaines, une personne avec ses lunettes pouvait conduire une voiture, car son cerveau compense tout ça. Maintenant, pensez simplement à la manière dont le corps humain fonctionne. Comment ça a pu évoluer? On a observé plusieurs créatures et en les regardant, on se dit comment ça peut exister? Est-ce le résultat d'un processus de chance hasardeuse et impersonnelle? Ou est-ce que ça pourrait être une force qui a le génie de créer toutes ces petites choses, de telle sorte qu'elles fonctionnent, et que toutes les parties fonctionnent avec tous les autres morceaux? Et tout cela forme ces créatures merveilleuses qui défient la théorie de l'évolution de toutes les manières. Je pense que ça prouve qu'il y a un créateur, et je pense connaître son nom. Je pense qu'il veut avoir une relation avec chacun d'entre vous. Et je pense qu'il est mêlé dans son temps et dans son espace, dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ qui est le Créateur et le Fabricant,
qui a le pouvoir et le génie de faire tout cela. Eh bien, vous avez vu, les animaux sont beaucoup plus complexes et intéressants que ce que je pensais. Dr Martin a raison. La prochaine fois que vous regardez toute cette beauté, réalisez que ce n'est pas un accident. If you want to learn more about these incredible creatures, check out our website at explorationfilms.com. That's explorationfilms.com. And you might want to pick up Dr. Martin's book, The Evolution of a Creationist, which this video is based on. I'm David Hames, and until next time, thanks for watching. If you want to learn more about these incredible creatures, or you'd like to get a copy of this or other videos in the Incredible Creatures series, call 800-964-0439 or check out our website at explorationfilms.com. That's explorationfilms.com. You can also check out our other resources that we have available. To invite Dr. Martin to speak to your group or organization, call 972-771-0568 or on the web at www.biblicaldiscipleship.org.